une pathologie, si elle est d'origine psychiatrique, ben, ça a rien, enfin, ça a pas grand-chose de différent avec une pathologie d'une autre origine. C'est des pathologies comme les autres ça m'a confortée dans l'idée qu'il n'y avait pas de stigmatisation à faire et que toutes les personnes que j'ai croisées et qui me renvoyaient tout le temps, le «c'est dans la tête», heu, comme une sorte de clôture de dialogue, Mmh. d'excuse à je ne sais pas, en fait, étaient dans le faux. Si c'est dans ma tête, si c'est une maladie psychiatrique, soignez-la. C'est une Mmh. maladie comme une autre, en fait. Exactement. Et et là, je me suis dit, en fait, quand on me dit: «C'est dans ma tête», on me renvoie pas à une maladie psychiatrique, on me renvoie à une question de volonté. Hello Chloé, Salut Tamara. comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, enfin, en tout cas très enthousiaste, et toi? Ça va plutôt pas mal. En 5 ans de maladie, c'est le premier changement de saison que je vis le mieux en 5 ans. Je sais Oh, pas le si plus doux je sais pas donc. si je sais pas si ma phrase était hyper claire, mais pour moi, les changements de saison sont toujours un moment qui me fracasse. Ça peut être pendant des jours slash des mois et là, je sens que je suis dans ce pic-là parce qu'il y a un changement de saison et en même temps, je sens que ce pic est moins violent que d'habitude. Ouais, Alors ça laisse de l'espace à la respiration. et je suis contente pour toi. Merci. Tu es Chloé Romengas, plus connue sous le nom de Chloé Invisible sur les réseaux sociaux. On va plonger ensemble dans ton histoire, au-delà de ce que tu partages précieusement à ta communauté. Depuis toute petite, ton corps t'envoie des messages. À 9 ans, tu vis tes premières crises convulsives et malaises vagos. À 13 ans, une pneumonie te laisse des symptômes profonds dont certains ne sont jamais partis et tu viens hors antenne de me confier que tu viens d'être diagnostiqué d'une encéphalomyélite myalgique, connue aussi sous le nom d'EM, après plus de 22 ans d'errance médicale. Les années passent, les douleurs s'accumulent, les symptômes s'enchaînent et les réponses tardent à venir. On te dit c'est dans votre tête. Alors tu demandes à entrer en psychiatrie parce que finalement, que ce soit une bactérie, un problème d'origine virale ou psychiatrique, tu t'en fiches. Tu veux simplement retrouver une vie normale. Et ça, je crois que ça parle à beaucoup d'entre nous. En 2015, tu dois quitter ton travail. Tu te réveilles un matin paralysé d'un côté du corps. C'est un point de bascule. Tu entres alors dans une nouvelle phase, celle d'un diagnostic, celui du Lyme neurologique appelé la neuroborréliose. Et je fais ici une petite parenthèse pour celles et ceux que ce diagnostic intéresse spécifiquement. On en parle avec Ludivine dans l'épisode 34 du podcast. Si certains symptômes s'apaisent avec les traitements, la fatigue, elle, s'installe profondément et les symptômes neurologiques persistent. Épuisé et traumatisé par l'errance et les maltraitances médicales, tu t'éloignes petit à petit de ton corps jusqu'à te dissocier, c'est-à-dire ne plus rien ressentir. Et puis en 2022, ton fils naît, Mallory, un petit être qui t'ouvre à un amour immense, mais qui fait aussi tout vaciller, ton sommeil, ton corps, tes repères, et qui met à mal ton système nerveux. Je peux en témoigner aussi. Les crises convulsives deviennent quotidiennes, parfois 5 à 10 par jour. Les symptômes neurologiques sont d'autant plus violents. Dans ce marasme s'ajoute un diagnostic de troubles neurofonctionnels, TNF pour les intimes, et un PTSD complexe, en d'autres termes, un syndrome de stress post-traumatique. Diagnostic que l'on a par ailleurs en commun, toi et moi. Ton quotidien ressemble beaucoup aujourd'hui à marcher sur tes 2 jambes le matin, avoir une canne l'après-midi et ne plus pouvoir bouger le soir. On pourrait presque faire une petite charade, j'ai l'impression, là autour. Tu es aussi cette femme qui m'a dit un jour, au travers de tout ce tourbillon, je sais que je vais y arriver. Et rien que pour ça, je voulais que tu sois là aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est un point commun entre toi et moi. Chloé, tu vis avec des symptômes lourds depuis l'enfance, comme on l'a vu. Quand on grandit avec un corps si symptomatique, est-ce qu'on réalise que notre norme n'est pas celle des autres? Et quel regard on pose sur soi en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescente? Ouh là là! Je pense que c'est la première fois que j'attaque un podcast avec une question aussi, complexe et profonde. Mais déjà merci, je suis vraiment très émue,
c'est toujours très particulier d'entendre quelqu'un raconter, en grande date une partie de notre histoire, enfin avec une facette de notre histoire et j'ai été très émue, des mots que tu as choisis pour ça, merci. Et pour revenir à la question sur le corps, eh bien, c'est complexe, de passer de l'enfance à l'âge adulte avec la douleur. C'est-à-dire que moi, j'ai associé, heu, le fait de grandir, de devenir une adolescente et puis une femme à la douleur, à au fait de ne pas être prise au sérieux aussi et à vraiment cette, relation conflictuelle avec mon corps. Donc j'ai eu, beaucoup de haine envers ce corps. Ça a été une relation très, difficile que j'essaye d'apaiser aujourd'hui et j'y arrive parfois. Parfois je replonge dedans. Mais, en tout cas, c oui, enfin, c'était ma norme. C'est-à-dire que, moi j'avais l'impression j'ai longtemps eu l'impression d'être simplement plus fragile que les autres, dans le sens plus douillette, tu vois? Quand on te dit, «Moi, tu me fais la même chose, j'ai pas mal», bah, toi, tu as mal et j'ai longtemps eu l'impression que si j'avais ces douleurs-là, c'était simplement une question de tolérance, à la douleur et voilà, j'étais persuadée d'être faible et douillette. Mmh. Donc c'était quand même c'est la question que j'avais un petit peu, c'était quand même ta norme? C'est-à-dire que, ces douleurs-là, il y avait de la fatigue aussi dès l'enfance? C'était déjà un symptôme qui était présent? Tout ça Oui. pour toi, est-ce que c'était anormal vis-à-vis des autres ou tu avais vraiment juste ce sentiment que tu étais un peu plus fragile? Non, c'était anormal vis-à-vis des autres, parce qu'après la pneumonie donc de février 2003, j'étais vraiment, j'étais vraiment tout le temps fatiguée et donc, je rentrais enfin ça impactait fortement ma vie de loisirs, ma vie sociale, ma vie de famille aussi parce que j'avais du mal à suivre mes parents et ma sœur, dans leurs aventures de week-end, dans les balades, dans tout ça donc moi, je me suis mis en tête comme on trouvait rien, en fait, c'est à partir du moment si tu veux, au départ, je me dis pas: «Je suis plus douillette», je me dis: «Il y a quelque chose qui va pas». On consulte et rien ne ressort. En plus, jeune adolescente, donc encore moins prise au sérieux, je crois. On m'a dit: «C'est le syndrome de la jeune fille» et et ça peut être assez violent d'ailleurs d'entendre ça et donc là, je me dis: «En fait, je suis plus douillette, je suis pas sportive, les autres, c'est qu'ils sont sportifs et moi, je suis pas comme ça et je suis faible et je suis fragile» et tout un tas de mots, que j'utilise, de façon dévalorisante, en fait. Est-ce que tu as l'impression d'être, en observation des autres qui vivent un peu une vie, plus active, dite normale et que toi, tu as justement 13 ans et tu te traînes un petit peu par rapport à tout ça? Oui, tout à fait et avec l'envie de participer, l'envie de faire du sport, l'envie, et l'incapacité physique et donc à essayer de me dire: «C'est pas ma personnalité», tu vois? À essayer d'intégrer cette personnalité de pas sportive, de qui est en fait absolument pas, un trait de personnalité. Pour moi, tout le monde, enfin voilà, c'est pas, parce que, tu aimes faire du sport très souvent que tu es sportif et parce que, tu aimes pas faire du sport tous les jours que tu l'es pas. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est un sujet qui les étiquettes, j'ai un petit peu de mal, les étiquettes de caractère, j'ai du mal. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est ce qui m'a j'ai essayé de me mettre des étiquettes qui correspondaient, des étiquettes de personnalité qui correspondaient à mes capacités physiques. Je sais pas si ça fait sens, mais J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que tu t'auto-convaincs, en fait. Tu te racontes cette histoire-là parce que tu as peu d'autres possibilités, finalement. c'est ça, pour trouver un sens. Mmh. Et on peut aussi soi-même, hem, totalement adhérer à une étiquette et vraiment, de plus Mmh. en plus y entrer et s'auto-convaincre de ça et ça peut être délétère. Oui, tout à fait. Tu es donc, après cette pneumonie, passée du syndrome de la jeune fille, excuse-moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie, à, un diagnostic que tu viens de recevoir, en novembre dernier Ouais. d'encéphalomyélite myalgique post-infection, c'est ça?
Exactement, qui fait suite à l'infection de la pneumonie, magie! Donc, 22 ans plus tard. Ouais. J'aimerais juste préciser dans cet épisode que on ne parle pas ici de syndrome de fatigue chronique, mais on sait quand même que c'est une appellation que beaucoup de gens connaissent. En tout cas, Ouais. voilà, les gens l'entendent souvent plus sous ce nom-là, même s'il est faux. On peut peut-être aussi le nommer comme ça là, simplement pour que des personnes puissent se reconnaître, parce que l'EM aujourd'hui est encore malheureusement trop peu visible. Donc voilà. Certains l'appellent à tort syndrome de fatigue chronique, mais ils peuvent s'identifier à ça. Donc, 22 ans plus tard, tu as ce diagnostic. Ça fait quoi de passer de syndrome de la jeune fille à un diagnostic concret et réel? Alors déjà, de façon purement, physique, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai compris la maladie et donc j'ai compris que c'est une intolérance systémique à l'effort et que donc pendant 22 ans, le fait de me pousser, à toujours dépasser mes limites parce que je me persuadais et on me persuadait que c'était dans ma tête et donc pour moi, c'était une question de volonté et et je me disais, tu vois, si je suis faible, fragile, en fait, il faut que je me pousse, il faut que que je me pousse à l'effort et d'autant que pendant l'effort, moi, je me sens bien et en fait, c'est après que je peux rester couchée une semaine et que c'est très, très compliqué. Donc il y a vraiment un énorme contre-coup et je me faisais violence pour quand même, toujours pousser, toujours être dans l'action, dans le dépassement et avec ce diagnostic, j'ai compris comment fonctionnait la pathologie et j'ai compris pourquoi je m'enfonçais dans un état de plus en plus sévère parce qu'en fait, c'était complètement contre-productif et qu'au contraire, je dois, ralentir les efforts, même, ne plus avoir de gros efforts pour ne pas dépasser mon seuil, pour espacer les malaises post-effort. Il y a que de cette façon-là que je pourrais petit à petit, réintroduire un peu d'activité. Mais c'était vraiment le repos qui prime, alors que moi jusque-là, je savais que j'avais besoin de me reposer, vraiment ce que je sentais, mais je luttais contre ça parce que je me disais: «Non, sinon on va me dire, que je vais me déconditionner physiquement, que je» enfin voilà, tout plein de choses qui en fait, sont très logiques dans d'autres pathologies, mais pas du tout dans celle-là. Et donc le diagnostic m'a fait énormément de bien pour ça et là, ça va beaucoup mieux qu'en novembre 2024, donc il y a même pas un an. Parce que, ça a vraiment changé ma vision de la pathologie et des efforts que je fais au quotidien. Donc Mmh. c'est très frustrant parce que je fais beaucoup moins de choses qu'avant, mais je me sens beaucoup mieux dans mon corps et je me dis qu'il y a que comme ça que sur le long terme, je pourrais refaire ce que je faisais et qui me procurait du plaisir sans avoir un énorme contre-coup, alité et à faire des malaises, derrière. Après psychologiquement, ça m'a pas fait grand-chose, de d'avoir un diagnostic parce qu'en fait alors ça m'a mise très en colère parce que quand l'interniste m'a annoncé le diagnostic, il m'a dit: «Mais je comprends pas que personne ne vous en ait parlé avant parce que rien que dans la façon dont vous me présentez les choses», c'est-à-dire que j'avais fait un résumé de mes antécédents médicaux, heu, qui partaient de la pneumonie, en fait. C'est-à-dire qu'avant, bon, j'ai eu des fractures, des trucs comme ça, mais ça allait et vraiment ça partait de la pneumonie et dans mon discours, je lui dis: «Mais» et ma mère l'a toujours présenté comme ça quand j'étais petite et elle m'emmenait chez le médecin, elle leur a toujours dit, à partir du moment où, elle a eu une pneumonie, c'est comme si elle s'en était jamais remise. Et il m'a dit: «Et ça, c'est normalement, ça devrait, tout de suite faire tilt dans la tête, des praticiens et on devrait tout de suite explorer cette piste-là» et ça n'a pas été fait. Donc il était très en colère, moi aussi Mmh. et après, ça m'a pas soulagée d'avoir un diagnostic parce que je me suis dit: «OK, c'est encore un diagnostic dans lequel, plein de personnes du corps médical ne vont pas croire. Hem, c'est difficile, à prendre en charge. Parfois, on nous laisse en continuant à nous dire que c'est dans notre tête. C'est, c'est pas un diagnostic qui apporte de la reconnaissance. Donc et puis je me suis dit: «Est-ce que c'est le bon aussi?» J'ai toute confiance en cet interniste qui, en plus, m'a examinée beaucoup plus longtemps que tous les autres, spécialistes que j'avais pu voir ou médecins généralistes. Mais j'ai toujours ce truc qui me fait dire, «Est-ce que c'est pas juste un diagnostic de plus?» parce que mine de rien, dans toute mon errance,
J'ai eu parfois des diagnostics, posés puis invalidés, puis, voilà, oui, mais non, mais en fait non, mais je sais pas, mais voilà. À la différence qu'aujourd'hui, le traitement que tu te proposes, comme on en discutera peut-être après, le pacing ou comme ça a du sens pour toi parce que ça fait augmenter ta capacité sur le quotidien. Tout à fait, et j'ai pu avoir aussi d'ailleurs, cet interniste donc a diagnostiqué, l'EM avec une dysautonomie cardiaque, et en fait, les traitements pour la dysautonomie cardiaque sont des traitements que j'ai eus quand j'étais adolescente, et qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont quasiment enlevé les malaises entre mes 16-17 et mes, 20-21 ans. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à faire des études supérieures. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même moins de malaise. J'en avais encore, mais moins, et en fait, on m'a fait passer des tests. On m'a fait passer le tilt test, on m'a mesuré, j'ai eu une pose de holtère et cetera. Donc on m'a jamais parlé de dysautonomie cardiaque, mais on m'a prescrit ce traitement-là, et donc je me dis: «Mais en fait, ils le savaient déjà». Je pense qu'ils le savaient déjà, les médecins, mais sans que, quiconque m'ait posé le diagnostic noir sur blanc, et comme j'ai beaucoup déménagé, après je suis partie pour mes études, et puis, je suis allée travailler à Paris, et ensuite je suis partie à l'étranger, puis je suis allée à Lyon, puis j'ai pas mal bougé, et donc à chaque fois que je voyais un médecin traitant nouveau, heu, bah, parfois, donc au début, il me prolongeait ces traitements-là en me disant: «On ne sait pas trop pourquoi vous les prenez», parce qu'en fait, il y a pas vraiment de compte rendu détaillé de l'hôpital qui m'avait fait les tests, et mais bon, si c'est le cardiologue qui vous l'a prescrit, on continue, et en fait, une fois arrivée, je crois que c'est arrivé à Paris ou à Lyon, un médecin m'a dit: «Mais aucun intérêt à prendre ça, je faut arrêter. Ça vous procure plus de mal que de bien», et donc on me l'a arrêté, et en fait, c'est un traitement qu'on peut pas redémarrer sans rendez-vous de cardiologue, et j'ai demandé plusieurs fois: «Est-ce que je peux retourner voir un cardiologue?» Parce qu'en fait, ce traitement me faisait du bien. Là, je l'ai plus, je refais des malaises, et là, mon dernier médecin traitant me disait: Aucun intérêt, je vois pas pourquoi, ça sert à rien», et voilà, et depuis, que j'ai vu cet interniste, j'ai de nouveau ces traitements, et ça me change la vie. Mmh. Je voulais revenir avec toi sur une question. C'est quoi l'effort? Eh bien, ça dépend des jours. De façon très concrète, pour moi, l'effort, mardi, là, nous sommes jeudi. Mardi, l'effort, pour moi, c'était de me brosser les dents, de me lever pour aller aux toilettes. Ça, c'était un effort. Aujourd'hui, laver les dents n'est pas un effort. Prendre ma douche est un effort. Heu, donc c'est variable. C'est quelque chose qui demande de l'énergie, un peu plus d'énergie que notre seuil, nos capacités corporelles, du moment. Et je te pose la question parce que je me souviens aussi j'avais vu un documentaire sur l'encéphalomyélite myalgique où on voyait un homme serrer une balle dans sa main et pour lui c'était un trop grand effort en fait. Et il pouvait rester alité des jours et des jours après juste d'avoir fait cet effort-là. Et en fait, je trouve que c'est important de pouvoir aussi visibiliser ce que c'est l'effort parce que si on parle à des gens sur l'extérieur en disant bah j'ai des malaises post-effort, ils vont imaginer qu'on part pendant 10 heures en randonnée ou je Ouais. sais pas qu'on prend l'avion, qu'on a du jet lag, ensuite on bosse toute la journée pendant 10 heures et on s'occupe de nos enfants et c'est ça l'effort. Alors que parfois on peut faire l'expérience quand on vit avec cette maladie-là ou d'autres pathologies chroniques où la fatigue est une fatigue pathologique, où lever un verre à sa bouche, c'est un effort. Changer Exactement. de place, de passer de cette chaise à une autre chaise, c'est un effort. Et en fait, bah, j'ai l'impression que ça pourrait être un mot un peu fourre-tout des fois. Et Ouais. je trouve important de visibiliser que l'effort, en effet, c'est important de le dire, ça change en fonction des jours, ça change en fonction des personnes, et ça peut être sur des activités ouais, très différentes. Oui, ça peut être aussi un effort cognitif. Cet été, j'étais, donc en vacances, dans ma famille, et j'ai eu un malaise post-effort qui a duré 3 jours. Donc j'ai passé 3 jours alitée, heu, à pas pouvoir m'asseoir dans le lit parce que j'avais l'impression que ma tête allait vraiment exploser, hem, à avoir du mal à me retourner, à devoir vraiment me tenir le crâne,
et la nausée en permanence. Et ma grand-mère m'a demandé ce qui se passait et je lui ai dit: «C'est rien, c'est un malaise post-effort, je connais en fait, c'est mon quotidien, là il est long et puis, c'est pas pratique, c'est pendant les vacances, mais voilà, c'est un malaise post-effort». Elle m'a dit: «Post-effort? Mais quel effort?» Et je C'est dis: ça. «Bah, en fait, heu, de déjeuner avec mes parents, ma sœur, mon neveu, ma nièce, ça faisait trop de personnes à table, ça faisait trop de bruit et ça a été trop un effort trop important pour moi et ça m'a déclenché un malaise post-effort de plusieurs jours. Mmh. Donc voilà, ça peut être, li pour certains, ça peut être lire une ligne, voilà Ouais. et c'est drôle que tu parles de ce documentaire. Je crois que j'ai vu avec le monsieur qui serre la balle, c'est que moi j'ai fait des tests comme ça justement pour voir, le la tenue à l'effort et un exercice où en fait tu serres, une balle puis à la force de préhension, tu serres une sorte de petit outil là, ça mesure ta force de préhension et en fait tu le fais plusieurs fois de suite et et tu vois que quand tu as cette intolérance systémique à l'effort, il y a une grosse différence. Tu le fais 3 fois, la troisième fois, c'est beaucoup plus faible que la première. Mmh. Alors qu'une personne qui n'a pas cette pathologie, c'est trop court comme, pour ressentir la fatigue vraiment dans les muscles. Ouais. Je te rejoins aussi sur, la question de l'effort cognitif. Moi, ça me parle beaucoup, et des fois, c'est très difficile aussi de pouvoir l'exprimer aussi sur l'extérieur parce que, je vais pouvoir des fois faire un effort cognitif, par exemple, me concentrer à écrire, une chronique de malade ou une future publication parce que moi, je fais tout sur papier en plus, ce qui fait que j'ai pas, cette espèce d'interaction avec les écrans et ça, je peux passer 1 heure à écrire comme ça, allongée et c'est OK. Et tout à coup, tu vas me mettre dans une salle avec, je sais pas, 7 personnes qui parlent en même temps, mais je vais pas tenir plus de 3 minutes. Alors que pour une autre personne, elle va se dire: «Non, mais alors pour moi, écrire, ça va être impossible, mais tenir avec des gens autour qui parlent, c'est OK». Et donc c'est vraiment chacun aussi, c'est pas le terme ses affinités, mais finalement à voilà, à ses propres, choses qui dépassent son seuil Mmh. de capacité. Et donc, c'est très difficile aussi à l'exprimer autour de soi, je trouve, parce que c'est si différent les uns des autres. C'est ça et c'est différent d'un jour à l'autre. Donc je pense que vraiment le plus gros travail quand on a le diagnostic, d'EM, c'est d'identifier ces seuil minimal d'effort, seuil maximal d'effort, en sachant qu'ils changent chaque jour et d'essayer de moi je fais vraiment un journal de bord en me disant, enfin tu vois, en marquant, le malaise post-effort, qu'est-ce que j'ai fait avant, essayer de réfléchir à tout ça et de voir, ben voilà, dans en fait, j'arrive à repérer un pattern après en me disant, quand je lis, en ce moment ça va, alors avant ça allait pas du tout, mais là en ce moment ça va. Je peux lire, 2 pages et ça va, 3 pages ça commence à être difficile et j'arrive selon les activités à repérer un petit peu, mes seuils. Je sais qu'en ce moment cuisiner, je peux cuisiner assez longtemps, tant que je suis assise, heu et ça me fatigue, beaucoup moins alors qu'une autre activité au bout de 3 minutes, ça va être super difficile donc c'est très dur de communiquer autour de ces limites-là, parce que c'est déjà très dur de s'en rendre compte pour soi et c'est pas facile à identifier. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a déjà la première étape qui est l'identification pour soi-même et on peut mettre un temps fou à comprendre et à saisir. Et tu vois, moi, j'ai fait un programme sur la thématique de la régulation du système nerveux qui m'a beaucoup, beaucoup fait penser au pacing, même si c'est pas exactement la même chose. Il y a vraiment cette question de pouvoir, dans le quotidien, réajuster justement, de pas se surpasser à chaque fois dans ses capacités. Et très paradoxalement, moins on se surpasse dans ses capacités, plus notre capacité grandit. Et au Ouais. départ, ça paraît complètement paradoxal. On est là, genre, non, mais attends, mais si je me surpasse pas, comment ça peut grandir? Comment les choses peuvent être plus faciles après? Enfin, j'avais du mal, tu sais, la petite part en moi qui veut tout comprendre, j'étais là, non, mais c'est illogique. Et en fait, c'est ce que j'observe maintenant. C'est que, à force de respecter certains seuils de tolérance et de pas toujours aller au-delà, fait que tout d'un coup, je peux aller au-delà, mais parce que j'ai respecté ça, en fait, sur un long Mmh. temps. Et je trouve ça grandiose à un moment donné. Franchement, c'est Ouais. mmh. Je suis en chemin là-dessus, tu vois, depuis que j'ai eu le diagnostic, j'ai plus ou moins accepté d'arrêter de travailler
parce que je creusais, en fait. J'arrivais pas à tout faire, j'arrivais pas à la fois à travailler, à m'occuper de mon fils, à m'occuper de ma santé, faire mes rendez-vous et donc en fait, j'étais tout le temps dans le speed et donc dans le malaise et dans l'aggravation de l'état de santé et là, c'est la première fois que j'observe une vraie stabilisation de l'état, voire, amélioration et ça fait du bien. Mais c'est dur parce qu'en même temps, je me dis: je vais pouvoir faire ci et en fait, je me dis: «Non», parce que dès que j'ajoute de l'activité, je replonge. Donc il faut vraiment que ce soit hyper doucement et c'est terriblement frustrant. Mmh. Comme on l'a dit, en intro, on t'a souvent dit: «C'est dans votre tête» et tu as voulu aller au bout de cette piste. Qu'est-ce que cette démarche t'a appris sur toi? Je suis déterminée. Ça m'a fait rencontrer, tout un monde, vraiment. Je pense que je suis plus du tout la même depuis que j'ai mis les pieds dans un hôpital psychiatrique, un service de psychiatrie. J'y suis d'ailleurs retournée quelques années après et à chaque fois, ça m'a fait du bien, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas du tout enfin, j'ai toujours été, bien accueillie. Alors je pense pas qu'aujourd'hui, on hospitalise avec le système de santé actuel et le manque de place. Je pense pas qu'on hospitalise, une jeune fille de 18 ans, qui arrive avec sa valise en disant: «Bon écoutez, on me dit tout le temps que c'est dans ma tête. Moi là, j'en peux plus. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose, hospitalisez-moi parce qu'il faut soigner ma tête. Il faut faire quelque chose». Je pense pas qu'aujourd'hui on m'aurait hospitalisée, même si il me semble qu'à l'époque, j'étais vraiment pas bien, hein là, je raconte ça en rigolant, mais je pense que je leur ai dit: «En fait, moi, je veux juste aller mieux. Si je vais pas mieux, physiquement, c'est plus vivable. Donc en fait, mon dernier espoir, puisque c'est dans ma tête, c'est qu'on soigne ma tête, sinon, ça sert plus à rien que je vive». Donc bon, il devait y avoir cet aspect-là quand même de sécurité, de me garder. Mais j'ai rencontré tout un monde. Déjà, ça fait énormément relativiser et enfin, pour moi, ça a été une déstigmatisation de la santé mentale. J'ai pris conscience que les maladies psychiatriques, on avait des préjugés là-dessus et hem et une sorte de position, supérieure par rapport aux personnes qui ont une maladie psychiatrique qui me mettait, hyper mal à l'aise et que j'ai vraiment pu, constater sur place à quel point, les gens traitaient différemment tout le monde alors que c'est vraiment des gens comme tout le monde. Enfin, je sais en fait, j'ai pu rencontrer j'ai l'impression de pas être claire et j'ai peur de mal faire passer le message, mais j'ai vraiment pu rencontrer des gens qui ont des pathologies psychiatriques qu'on ne croise pas dans la vie de tous les jours, tu vois? Qui sont pas, qu'on croise pas dans la rue, qu'on croise pas à l'épicerie, qu'on croise pas dans nos loisirs et heu et qui vivent dans une institution et qui sont des êtres humains comme les autres, en fait et je pense que j'avais même pas conscience, de ces pathologies, de l'impact et de à quel point ça pouvait être, difficile à vivre pour les personnes qui en sont atteintes et heu et j'ai pris conscience de l'impact de la santé mentale et je sais pas, je suis très touchée, enfin, je suis toujours très touchée par ces personnes-là qui m'ont fait grandir et je pense que je suis vraiment plus la même. Et est-ce qu'une part de toi a été soignée? Heu, ça m'a ça m'a pas soignée, mais ça m'a confortée dans le fait que, une pathologie, si elle est d'origine psychiatrique, ben, ça a rien enfin, ça a pas grand-chose de différent avec une pathologie d'une autre origine. C'est des pathologies comme les autres et j'ai ça m'a confortée dans l'idée qu'il n'y avait pas de stigmatisation à faire et que toutes les personnes que j'ai croisées et qui me renvoyaient tout le temps, le «c'est dans la tête», heu, comme une sorte de clôture de dialogue, Mmh. d'excuse à je ne sais pas en fait, et tu dans le faux. Si c'est dans ma tête, si c'est une maladie psychiatrique, soignez-la. C'est une Mmh. maladie comme une autre en fait Exactement. et là je me suis dit en fait quand on me dit: «C'est dans ma tête», on me renvoie pas à une maladie psychiatrique, on me renvoie à une question de volonté et c'est encore plus douloureux, heu, parce que on me prend vraiment pas au sérieux. Mmh.
Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un discours que je tiens et qui est commun à toi. Cet aspect de, quand on dit c'est dans votre tête, sous-entendu, vous avez un trouble psychique et fin de l'entretien. Moi, je suis un peu là, bah, ok, s'il y a un trouble psychique, il va Bah, falloir faut faire quelque chose. être accompagné parce que vous allez Ouais. m'organiser comme ça. Et c'est ça qui est complètement aberrant, en fait. C'est comme si, à partir du moment où c'était dans la tête de la personne, on la laissait absolument seule dans cette responsabilité autour de la santé. Mmh. Bah non, alors accompagnez-moi encore plus. Bah, je Mmh. sais pas, Bah, je suis j'ai d'accord avec besoin toi. d'aide. Et ça, c'est fou. Et alors après, moi, j'ai pris une autre tangente. J'ai jamais eu de médecin qui m'ont dit que c'était dans ma tête. J'ai eu un parcours assez privilégié et beaucoup de chance. Par contre, j'ai pu entendre sur l'extérieur que des personnes pouvaient dire ça de moi, des anciens Ah collègues ou ouais? comme ça. Et moi, je disais, mais bien sûr que c'est dans ma tête. C'est une maladie neurologique. Elle est pas dans l'orteil gauche. Elle est dans la tête. Donc, vous avez tout à fait raison. Bravo. Votre diagnostic est hyper bien posé. Vous devriez être médecin finalement. Voilà. Tu as connu une période de dissociation. C'est vraiment cette forme de déconnexion du corps. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble de quitter son corps, de quitter ses ressentis pour se protéger quand on est malade? C'est difficile à expliquer avec des mots. C'est plus facile pour moi de dessiner ça, mais ça ressemble, en tout cas dans mon expérience, ça ressemble à un film, enfin alors j'ai eu parfois l'impression d'être dans un film, c'est-à-dire de me regarder d'à côté ou d'au-dessus et parfois l'impression d'être, dans un jeu vidéo, sachant que j'ai jamais joué dans les aux jeux vidéo, mais vraiment dans l'image que j'en ai et ce que je peux voir. Hem, Dans le sens où, j'ai l'impression d'être derrière et d'observer la personne qui marche et je sais pas trop comment expliquer. J'ai même du mal, en fait, dans la dissociation, à savoir, dans mes expériences, ce qui était de l'ordre de la dépersonnalisation, ce qui était de l'ordre de la déréalisation. Mmh. C'est un peu flou pour moi tout ça, mais concrètement, tu vois, ça s'est manifesté par, je raconte ça dans un autre podcast, c'est assez parlant, mais j'avais, 2 téléphones, un pro, un perso et parfois je m'envoyais des infos de l'un à l'autre et à un moment donné, alors ça c'était pendant la grossesse, à la fin de ma grossesse, je me suis envoyé un truc, j'ai complètement oublié et quand j'ai, récupéré mon téléphone perso à la fin de la journée, j'ai vu un message, je me dis: «Ah tiens, elle a dû accoucher Chloé» et j'ai complètement oublié que c'était moi, tu vois, qui allait accoucher. Je me suis dit: «Ouh, j'ai besoin d'aide» et donc j'ai demandé de l'aide à ce moment-là. Mais ensuite, voilà, c'est principalement par rapport à la douleur et à la maladie, bah, oui, enfin, c'est pas moi qui ai accouché, c'est pas moi, qui ai eu une ponction lombaire, c'est pas moi qui ai eu mal, enfin, c'est une sorte de protection par rapport à la douleur pour moi et ouais, je c'est dur parce que, parfois je sais pas comment me reconnecter. Mmh. Je sais très bien couper et en fait, je sais plus forcément ensuite, comment revenir et sauf que quand je coupe moi je coupe rarement pour des raisons émotionnelles. Je coupe beaucoup pour les réactions physiques, sauf que j'ai l'impression que tout fonctionne de la même, enfin tout est dans le même, dans la même cavité. Donc quand je coupe tout, enfin quand je coupe mes réactions physiques, ça coupe l'émotionnel aussi et je sais plus comment revenir après et donc parfois je sais plus comment, ressentir de la joie, du plaisir, même de la tristesse et juste, Mmh. c'est plat quoi. Après couper, c'est quand même une réaction de survie, alors que se reconnecter, pas forcément. On a coupé, Oui. on n'a pas un protocole, en fait. Mmh. Ça se fait comme ça parce qu'il faut juste survivre à ce qui se passe, donc hop, ça coupe et Voilà. c'est physiologique, ça se fait tout seul, quoi. Alors que Ouais, se reconnecter, il y a besoin d'une action de soi. ouais, Et, c'est ça. et moi, je le remarque, j'ai vécu un petit moment de dissociation dernièrement. J'avais des douleurs dans tout le corps. Ça peut m'arriver de temps en temps de me lever le matin avec la sensation d'avoir été tabassée la veille. Mais vraiment, c'est la sensation que j'ai. Je me dis, mais j'ai participé à un RICS hier soir où j'ai fait quoi? J'ai traîné avec des gangs. Enfin, je comprends pas. Je me réveille comme ça. Et je me suis dit, la seule solution,
c'est d'aller dans des bains thermaux. Je me suis dit ça. Sauf que tellement parts de moi se sont agitées en disant ça, la part de responsable, qui est responsable et qui dit genre non, mais tu vas pas aller au bain thermo la journée. En plus de ça, ta fille à la crèche, donc madame profite de ses bains pendant que sa fille est à la crèche. Enfin, tu vois, un peu bla 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 Ouais. bla bla. Et en même temps, je sentais que je devais y aller. Et donc, j'y suis quand même allée avec un sentiment de culpabilité immense de m'offrir un moment de soin. Et j'avais beaucoup de mal à connecter à où j'étais, tu vois, Mmh. parce que j'étais tellement prise avec des enjeux, alors pour le coup plus émotionnels à ce moment-là, j'arrivais pas à accepter que j'étais là, donc je comprenais pas vraiment où j'étais. Et après, j'ai vraiment fait cet effort, et ça, c'est des choses que j'ai appris aussi dans la régulation du système nerveux, de vraiment aller toucher ce qui Ouais. m'entoure. Tu vois, je touchais les carreaux Je fais ça au-dessus de aussi. moi, de vraiment m'orienter. Ok, là, il y a ça, là, il y a une horloge, un tableau, il y a de la musique, et vraiment reconnecter à ces 5 sens. Mais en faisant ça, en effet, on sent qu'on n'est pas dans un mécanisme qui est automatique et que ça demande un Mmh. effort de soi pour retourner dans la reconnexion. Oui. Moi, je fais le 5-4-3-2-1, le 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux goûter, 1 chose que tu peux sentir. Hmm. C'est inverse, c'est 1 chose que je peux goûter, 2 choses que enfin bref, c'est Ouais, en tout cas, c'est aussi je revenir dans m'ancre l'instant. dans l'environnement. Oui. Tout à fait. En 2015, tu as quitté le monde salarié parce que ton corps était littéralement à plat. Comment s'est passé ce passage à un quotidien hors des normes, j'ai envie de dire à ce moment-là? Donc le travail salarié, c'est vraiment la norme globale, le Mmh. capitalisme, le consumérisme, le néolibéralisme. Et tout d'un coup, paf, on arrête de bosser. Comment c'était pour toi? Eh bien, c'était pas évident, ça a été fait par étapes, en fait. C'est-à-dire que j'ai d'abord quitté mon travail à Paris en me disant: «Là, ça va plus du tout, j'y arrive plus du tout, donc en fait, je vais, m'arrêter». Changer de ville aussi, aller dans un endroit un peu, plus calme que la que Paris. Alors Lyon, c'est pas si calme que ça, mais en tout cas, par rapport à nos métiers, de l'époque, c'était ce qui semblait le meilleur compromis, donc on est parti à Lyon. Et en fait, moi, vraiment, je me disais: «Je vais prendre, quelques mois pour aller mieux», mais j'avais le chômage, je sais plus, c'est 1 an, 2 ans? 2 ans à l'époque, je crois. Et donc je m'étais dit: «Au pire, ça sera 2 ans de chômage et puis ensuite, je recommencerai à travailler quand ça ira mieux». Et donc j'ai quitté mon travail à Paris en octobre, 2025. Ça fait 10 ans. Et en décembre, 2015 pardon, et en décembre 2015, on m'a diagnostiqué la forme neurologique de Lyme en me disant: «Parfait, c'est 3 semaines de traitement et après vous êtes guéri». Moi je me suis dit: «Mais génial! Enfin franchement, vous abusez les gars parce que, si, depuis le début c'est ça et qu'en fait il suffisait de 3 semaines d'antibiotiques, j'aurais pu m'épargner quelques années de souffrance quand même». Il se trouve que Lyme s'était greffé sur autre chose, avait profité un peu d'un corps déjà bien fatigué pour, se développer. Mais, en tout cas, à l'époque, j'ai eu ce diagnostic-là et j'ai commencé les traitements et en fait, je me suis dit: «Bah, puisque dans 3 semaines je serai guérie, je vais recommencer à chercher du travail». Et donc, j'ai trouvé un poste, à Lyon en analyse stratégique avec, en plus, une équipe avec laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur à l'entretien et c'était un coup de cœur réciproque donc, on est sortis, on avait des Mmh. cœurs dans les yeux et on se disait: «Je signe quand?» Tu vois? Ouais. Et en fait, j'ai travaillé 3 jours et je me suis réveillée paralysée d'un côté et vraiment incapable de bouger et en fait, les premières 3 semaines de traitement m'avaient fait aller encore pire qu'avant et enfin, vraiment, c'était horrible et là, j'ai rencontré, plusieurs médecins. Certains qui me disaient, «Bah, il faut refaire», d'autres, «Bah, non, c'est bon, vous êtes guérie». D'autres qui me disaient: «C'est compliqué, la maladie de Lyme, quand, quand ça persiste. Vous en avez, je pense encore pour, bien 6 mois d'antibiotiques». D'autres qui me disaient, «Peut-être 18 mois, 2 ans, on ne sait pas». Et donc là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait, il faut que j'arrête, En plus, je peux pas faire ça». J'avais la culpabilité de faire ça, tu vois, à mon employeur. C'est-à-dire Ouais, bien sûr. juste d'être malade, en fait. J'y pouvais rien, tu vois? Mais d'avoir commencé un job et de devoir, partir. Et donc ils pouvaient pas me remplacer, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un donc j'ai décidé de finalement, quitter
pendant la période d'essai et donc là, de passer à je me soigne et et du coup, bon, en fait, j'avais la maladie pour, expliquer aux gens ce que je faisais. C'est-à-dire que quand on me demandait ce que je faisais, je disais: «Bah, là, je me soigne». Mais j'étais pas à l'aise de dire ça et je me sentais obligée de dire: «Avant, je faisais ça». Tu vois? J'avais une sorte Ouais. de, de malaise, par rapport au statut social, que je perdais d'un coup, qui pourtant, n'est absolument pas quelque chose d'important pour moi, mais qui, dans le regard des autres, j'avais beaucoup de mal à me distancier de ça avant et donc ça a été assez complexe et puis finalement, vu que ça allait pas mieux, que j'ai eu 5 ans de traitement au final, j'ai bien fait de pas attendre, pour me remettre, à l'activité et donc je me suis mise à mon compte, dans l'illustration à ce moment-là, tu vois? Quelques mois après, en septembre 2016. Ce qui n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Absolument rien, mais qui était ce que j'aimais faire et en fait, j'ai profité de la convalescence, je me suis dit: «Mais si je dis juste, je me soigne, on va me prendre pour une feignasse». Ce qui est ridicule, Mmh. hein, je précise, si vous avez besoin de vous soigner, prenez le temps, dont vous avez besoin pour vous soigner, c'est absolument pas une question de flemme. Mais ouais, enfin, on est dans une société qui pousse, à l'activité, à la productivité, tout ça et j'étais, complètement dedans avec la peur du jugement et donc je me suis dit, «Je vais m'inscrire dans une école, d'art à distance pour faire de l'illustration» parce que je rêve d'apprendre à dessiner autre chose que, les petits croquis, de paysages ou de personnes que je fais dans le métro, tu vois? Et tu vois? Et puis, en fait, ça m'a donné la confiance de me dire: «Ah bah, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre». J'ai rien, donc si tu veux, je suis chez moi dans mon lit, autant que j'essaye, voir si ça marche ou pas, j'ai pas de pression, voilà. Est-ce que c'est là que tu as démarré tes engagements pour visibiliser le parcours des personnes malades? Alors pas tout de suite. J'ai commencé par le haut potentiel, et la neurodiversité parce Mmh. que c'était un sujet, qui m'était cher aussi mais qui était moins, j'étais moins en plein dedans si tu veux. Sauf que là, j'étais vraiment encore, en plein dans les traitements, en plein aussi dans le déni d'existence même de cette forme, persistante de maladie de Lyme, avec une partie du corps médical, qui parle de faux malades, où vraiment on est dans carrément parfois, tu fais semblant, tu vois? C'est même pire que on te reconnaît pas, c'est on pense que tu simules ta maladie Et et quand tu donc es une femme, ça a c'est de vraiment été l'hystérie. horrible pour moi. Oui, C'est même en 2025, hein, ça persiste sous une forme ou une autre. ouais. Donc ça a été vraiment, terrible, douloureux. J'en ai des séquelles aujourd'hui. Je fais de l'EMDR pour m'en sortir. Heu, enfin vraiment ça a été très impactant et donc j'avais tellement de colère et d'incompréhension que c'était pas possible. Je savais qu'un jour, j'allais faire quelque chose pour, ces pathologies qui se voient pas de l'extérieur, parce que quand on vit avec moi, on le voit, mais qui se voient pas de l'extérieur et où il y a pas forcément beaucoup de marqueurs biologiques, évidents et je savais que j'avais très envie de faire quelque chose là-dessus, mais que c'était pas le moment. Là, j'allais juste mettre beaucoup de colère et j'ai pas envie de sensibiliser avec de la colère. Et donc il y a quand même un moment donné où c'est arrivé le fait de sensibiliser, à nos pathologies, chroniques. Ça a été quand le déclic? Ça a été en 2018, quand, donc j'avais eu 3 cures d'antibiotiques en intraveineuse qui vraiment pour le coup là m'ont changé la vie et c'est-à-dire qu'en fait ça m'a fait disparaître toutes les douleurs musculaires, articulaires, les genoux qui gonflent, certains troubles neurologiques, alors pas tous, heu certains troubles cognitifs, alors comme tu le vois, pas tous, parce que là, j'ai complètement perdu le fil, mais les troubles digestifs, les troubles respiratoires aussi, enfin vraiment ça a été assez fou et j'ai très, très bien réagi au traitement et donc là, je me suis dit: «OK, je suis en train de sortir, je suis sur la bonne voie». J'ai aussi beaucoup travaillé, en thérapie sur l'acceptation de la maladie, de la vie avec une maladie. Mmh. J'ai pris conscience de son impact psychologique, de son impact social et j'ai envie de sensibiliser là-dessus et de façon générale, c'est-à-dire que je me suis rendu compte déjà, j'avais pas du tout envie de parler de mes diagnostics de l'époque parce qu'ils faisaient que de changer
et que j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux si finalement c'était pas ça. Mmh. Je me suis dit: «Mais en plus, enfin, moi, de tout ce que je peux voir des personnes qui partagent leur quotidien, même si on n'a pas le diagnostic, on a le même vécu de énormément de choses et donc je veux pas nommer une pathologie en particulier. Je veux vraiment un espace, heu, à la fois juste dans le sens où dans l'explication, dans l'aide à la communication autour de nos pathologies, mais et enthousiaste, enfin et positif, en fait. Quelque chose où alors pas dans la positivité, à tout prix, tu vois? Mais dans mais pas non plus pour dire: «Oh mon Dieu, comme c'est horrible» et enfoncer un petit peu, l'état mental de chacun. Mmh. Mais c'est vrai que c'est ce que j'observe. Heu, Toi et moi, je pense qu'on a bien saisi cet aspect de il y a la maladie qui est la porte d'entrée pour parler de tout ça, mais ses conséquences sont toujours totalement transversales et communes, en fait, à toute personne qui vit avec une pathologie ou même qui est justement dans une errance médicale, Ouais. où elle a simplement avec des guillemets, «des symptômes» qui peuvent être plus ou moins invalidants. Mais c'est vraiment tout ce qui gravite autour qui est, en fait, c'est un chemin presque commun chez nous tous et toutes. Mmh. Et c'est ce qui, des fois, je trouve, est un peu effrayant même. C'est de se dire, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas sortir de ce chemin, en fait, de le poids du regard des autres, la difficulté à dire qu'on travaille pas justement dans un travail salarié ou même autre parce que c'est jugé ou pas reconnu, la difficulté à dire que on prend soin de soi, que le temps d'arrêt est un temps de soin. La difficulté à aller au bain thermo quand on a l'impression d'avoir été tabassé la veille. Enfin, en fait, il y a tellement de choses. Il y a toute cette fatigue-là autour et en fait, un poids sociétal qui est extrêmement important. Et je dis sociétal, mais qui vient s'infiltrer dans toutes les interstices de nos relations. Mmh. Autant au travail, chez les amis, des fois les conjoints, selon qui quoi. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'on rend visible. C'est cette transversalité-là, c'est que ton histoire résonne avec la mienne, même si c'est pas le même parcours, et elle résonnera C'est avec ça. ceux qui nous écoutent, et même si c'est pas le même parcours. Et des fois, je me dis, est-ce que dans nos différentes manières de visibiliser, est-ce qu'on va pas pouvoir permettre de faire bouger ces lignes qui sont tellement figées aujourd'hui, qui font qu'on a à peu près tous un parcours similaire, alors que, punaise, il y a des choses qui pourraient quand même être un peu plus faciles, j'imagine, pour nous tous et toutes. Je partage ton avis. Aujourd'hui, tu proposes des créations où justement tu dessines le quotidien des personnes malades, ces réalités-là. Tu as aussi quelque chose de très éducatif dans ce que tu proposes. Est-ce que c'est quelque chose où tu t'épanouis? Je m'épanouis complètement avec ça. Alors ça ne me rémunère pas, c'est du contenu bénévole sur les réseaux sociaux. Mais oui, j'adore en fait, j'aime beaucoup transmettre, hem, à par le média de la bande dessinée ou des textes illustrés. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de justement, tu vois, de mettre toujours une petite image. C'est-à-dire que quand j'écris un texte, j'ai toujours l'impression que c'est un peu grave ou un peu triste, un peu, dramatique, tu vois? Parce qu'en même temps, j'essaye de décrire, ce qu'on vit et vraiment, c'est pas toujours facile et donc j'ai besoin de tu sais, c'est comme s'il y avait un personnage qui, au milieu, venir: «Non, mais ça va quand même, hein». Tu vois? Tout à fait. Ça peut Pour apporter un peu de légèreté en contrepartie d'avoir exactement l'illustration. et détendre un peu l'atmosphère et puis je pense qu'aussi, c'est plus facile de sensibiliser des personnes qui ne sont pas directement concernées, en allégeant un peu le propos. Tout en faisant en sorte qu'elle comprenne à quel point ça peut être lourd pour la personne concernée. Mais typiquement, tu vois, il y a des livres que je trouve extrêmement bien faits, notamment tous ceux de Claire Marin qui sont juste incroyables. Mmh, bien sûr. Ceux sur la maladie, ils sont géniaux Mmh. et je n'ai jamais réussi à les faire lire à mon entourage.
parce que, je pense que pour lire un livre non illustré sur ce sujet, qui décrit aussi bien, il faut être concerné, avoir envie de vraiment d'aller dans l'intérieur, que ça résonne en nous et tu vois, alors que j'ai un entourage quand même plutôt curieux et qui n'a jamais réussi à lire ça et je me dis: «En fait, il faut vraiment que l'entourage soit sensibilisé parce que, ils peuvent quand même faire changer les choses, en tout cas la façon dont on vit les choses au quotidien». Et je me dis que avec la bande dessinée, c'est peut-être un peu plus facile. En tout cas, tu rends ça très accessible. Moi, Claire Marin, je l'adore. D'ailleurs, j'ai eu la chance de la rencontrer. On est intervenus dans le C'est même vrai. colloque, de philosophie, dernièrement. Ses écrits sont incroyables, mais ça reste de la philosophie aussi. Oui. Et des textes philosophiques ne sont pas accessibles à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est complètement OK. Mais et puis même des fois, on n'a pas toujours envie de se plonger là-dedans, même quand c'est accessible pour soi. Des fois, Oui. c'est plus facile de scroller sur un compte Instagram et regarder des BD que plonger dans un texte philosophique à 20h30 une fois que toute ta charge mentale a été mise de côté sur la C'est journée. ça. Donc il y a aussi de cet ordre-là et c'est Oui. super parce que le contenu que tu crées, n'importe qui peut se l'approprier et je pense peut résonner chez lui. Donc c'est vraiment super. Ça me fait plaisir. Ton expérience de la maternité a été bouleversante. Qu'est-ce que ça vient révéler sur la manière dont notre système nerveux peut saturer, même dans des moments de joie et d'amour intense? Heu, je saurais même pas par où commencer. J'ai lu ce matin, alors c'était sur les troubles du spectre autistique, mais ça résonne aussi par rapport, à la maladie chronique, en tout cas à la saturation du système nerveux. Dans le sens où, en fait, je lisais une publication de Florence et Flothérapie TSA, je ne sais pas si tu connais, mais qui est, très pertinente sur le sujet et qui disait, heu, d'essayer de se libérer de la culpabilité qu'on peut avoir en tant que parent avec des troubles du spectre autistique. C'est-à-dire que notre enfant est, ce qu'il y a de plus précieux au monde et on a l'impression que c'est un déclencheur et c'est vrai, l'enfant est un déclencheur de crise autistique, de beaucoup de choses mais c'est OK en fait, enfin c'est faut s'enlever cette culpabilité de penser ça. L'enfant est un déclencheur, c'est comme ça. C'est, c'est un enfant donc forcément il y a du bruit, forcément il y a du mouvement et en fait, on peut juste en discuter et il a pas à s'adapter à tout, mais essayer de pas culpabiliser. Moi, je culpabilisais beaucoup à me dire: «En fait, j'ai l'impression que mon état de santé est pire depuis qu'il est né» et et je voudrais mais à chaque fois, je me disais: «Mais c'est je dis pas que c'est de sa faute, mais et en fait, oui, il faut juste, s'enlever cette culpabilité de penser ça. C'est juste que l'enfant est un déclencheur de plein de choses. On a plus beaucoup de sommeil, on a 1 milliard de stimulations dans tous les sens, c'est trop et après ça nous donne aussi une énergie, et une force incroyable. Mais c'est Mais vrai oui, c'est comme qu'on ça. on parlait tout à l'heure de de pouvoir respecter, sa capacité, son niveau d'énergie et tout ça et c'est vrai que, bah, les enfants te sortent toujours de ça, en Mmh. permanence. Même en ayant des très bonnes ressources eh bien, bah, tu vas quand même toujours être, face à ton enfant parce que c'est ton enfant Ouais, et que voilà, sauf, situation particulière et du coup, oui, ça va te faire sortir de ta zone de tolérance de manière, oui. presque obligatoire et ça peut en effet te faire cracher, t'épuiser, te dire: «Mais mon Dieu, mais comment je vais y arriver?» Enfin, ça et même une personne qui ne vit pas avec des maladies, je le vois chez des amis avec qui on partage une parentalité, en parallèle, c'est compliqué. Les nerfs prennent un coup et toute la vie change. Oui, moi, je le vois avec mon mari, hein, qui n'a pas de pathologie et qui pourtant, à mon avis, est aussi bien sur les nerfs. Mmh. Et forcément, c'est difficile et je trouve qu'on prend conscience aussi de l'importance moi, j'ai vraiment pris conscience de ça, de la difficulté pour moi de trop de stimulation et en fait, je sais pas si j'en aurais eu autant conscience si j'avais pas eu Mallory et le fait d'en prendre conscience fait que je me dis, c'est ma priorité, c'est ce sur le quoi enfin non, c'est pas vrai. La priorité, c'est mon petit garçon. Ma deuxième priorité, c'est, le système nerveux et ces stimulations et essayer de m'apaiser,
D'autant qu'aujourd'hui, on en entend quand même de plus en plus parler et jusque-là, j'étais quand même assez, je me tenais assez loin de tout ça parce que je voyais pas concrètement comment faire. J'avais l'impression que ça me rajoutait une charge, que j'avais déjà beaucoup de choses sur lesquelles j'avais envie de travailler et que, je sais pas, c'était pas quelque chose que j'envisageais et là, depuis qu'il est là, j'ai conscience que, vraiment enfin, c'est super important de prendre soin de son système nerveux. Et comment tu le fais? Alors, pour l'instant, je suis au tout début. Alors déjà, je commence par le MDR, qui participera à cet apaisement et donc j'essaie de, tu vois, de pas tout faire en même temps. Je me dis: «Non, là, j'ai trop de choses», donc j'ai les techniques d'ancrage, qui me permettent de m'apaiser, tu vois, en période de dissociation pour revenir déjà dans le réel et la respiration, enfin, toutes les techniques de respiration au carré, tout ça. Et moi, je fais je sais pas si tu vois celui-là? Pour moi, c'est ce qui m'aide le plus, c'est le toucher et donc tu vois, j'essaie de respirer comme ça en longeant mes doigts, le contour de mes doigts. Des petites techniques toutes bêtes comme ça, mais où, je vois que ça m'apaise, directement. Mmh. Pour l'instant, je m'en cantonne à ça et quand, j'aurai moins de rendez-vous, tu vois, que je serai prête à aller au-delà et à, investiguer un petit peu, toutes les, techniques de régulation du système nerveux, me lire toutes les études un peu qui existent là-dessus, ce que j'ai pas fait pour l'instant. Je creuserai le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mmh. Tu vis une impermanence radicale, marcher un matin et t'effondrer le soir même. Comment on s'ajuste à ça émotionnellement? J'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de m'ajuster à ça émotionnellement. C'est dire à quel point ça fait juste partie de mon quotidien. C'est que, je dirais même pour mon petit garçon maintenant, c'est devenu normal en fait, de me voir, sur mes 2 jambes pour le déposer à l'école et puis aller le chercher avec une canne même parfois, tu vois? Là, ça fait depuis lundi que je vais le chercher sur mes 2 jambes. Tu vois, le changement de saison, quand, les fortes chaleurs, Mmh. s'en vont, que la fraîcheur de l'automne arrive, moi ça me fait un bien fou et tu vois là, moi ça fait 3 jours que j'ai pas eu besoin d'utiliser ma canne et quand il me voit à la sortie de l'école, il me fait: «Bah maman, tu as oublié ta canne?» Je fais: «Non, mais j'en ai pas besoin, tu te rends compte?» et c'est fou et ça a été plus, par rapport au regard des autres que j'ai eu, un ajustement à faire. C'est-à-dire que j'avais peur qu'on me juge ou qu'on me dise: «Elle fait semblant». Parce que le matin, elle vient à l'école, sur ses 2 jambes. Je vais le chercher à midi en général sur mes 2 jambes aussi. 13h30, je le ramène avec une canne. 16h30, je vais le chercher en déambulateur, tu vois? Je me suis dit: «Mais les autres parents à côté, ils doivent se dire: "Mais, c'est c'est très bizarre et elle doit enfin, c'est pas possible". Après, je me dis: «Mais qui peut sincèrement penser qu'on fait semblant de se promener avec une canne ou en déambulateur, tellement c'est quand même, pas l'idéal pour se déplacer», tu vois? Enfin, Et alors, est-ce que tu as eu des jugements ou des questionnements là autour? j'ai eu beaucoup de questionnements, je pense pas avoir eu de jugement. Mmh. J'ai eu beaucoup de questionnements, ouais. Plutôt bienveillant. Oui, oui. Ou, «Mais, qu'est-ce que vous avez, vous vous êtes fait mal aux pieds?» Des toujours ça, je fais: «Non, c'est une maladie neurologique qui fluctue. Écoute, parfois ça va moins bien, Ouais. c'est variable». Et Mallory grandit avec cette réalité. Comment tu fais pour parler de tout ça avec lui alors ça fait clairement partie aussi de sa norme, mais je pense qu'aussi il peut voir que sur l'extérieur, bah, il y a d'autres normes. Est-ce que c'est des choses qui sont nommées dans ta Pour relation? l'instant, il m'a jamais posé la question de, pourquoi, moi j'ai une canne et pas d'autres, alors il me pose la question, tu vois, quand il voit, quelqu'un en béquille dehors ou quelqu'un en fauteuil. Il me pose la question. J'ai déjà été en fauteuil avec lui, donc je lui avais déjà tu vois, il connaît, et donc je lui dis: «Ben, je sais pas». Il me demande pourquoi la personne est, en fauteuil. Je dis: «Ben, parce que ça l'aide à se déplacer». Mais, pourquoi? Je sais pas. Peut-être, une enfin, en fait, je lui dis: «Bah, on s'en fiche un peu», tu vois? Si après si tu as envie, tu peux lui poser la question.
peut-être qu'elle sera contente de te répondre. Mais quand il me demande pourquoi la dame, elle se promène avec deux béquilles ou 2 cannes alors que toi, tu en as qu'1. Parfois, il m'a dit ça. J'ai dit: «Bah, parce que c'est plus facile pour elle de se déplacer avec 2 qu'avec 1 et pour moi, c'est plus facile de me déplacer avec 1 qu'avec 2». Et en fait, ça dépend vraiment de chacun et il faut faire en fonction de ce qu'on sent. Et j'aime bien parce que tu le ramènes en fait à la fonction que ça a, se Oui, déplacer. Et du coup, tu racontes pas toute une histoire derrière qui finalement serait une histoire qu'on se raconte parce que tu sais rien. bah, oui, Et oui. de ramener simplement à la fonction, ça me paraît si juste. Alors je m'étais jamais posé la question, tu vois? De présenter autrement. Je le disais aussi en intro, tu vis avec un PTSD complexe, syndrome de stress post-traumatique complexe. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Est-ce que tu peux nous dire comment ce stress post-traumatique s'infiltre dans ton quotidien au-delà des symptômes physiques? Par des flashs et par des cauchemars. Et alors, c'est particulier, enfin c'est particulier. J'ai posé la question à la psychologue la semaine dernière. Alors c'était pas la psychologue qui est spécialisée dans le MDR et dans la gestion du trauma, donc elle a pas su me répondre. Mais je lui demandais: «Est-ce qu'un trauma en chasse un autre?» Parce qu'en gros, il y a 2 sujets qui sont, très traumatisants pour moi, de 2 événements différents, enfin 2 cumuls d'événements différents et en fait, quand j'ai des cauchemars de l'un avec, vraiment des agressions, des trucs, violents, physiquement qui me reviennent, alors soit par cauchemar où là, pour le coup, ça va être des choses que j'ai vécues, soit par flash et là, ça va être, je rentre dans le bus et en fait, je vois quelqu'un passer et là, j'ai une sorte de flash de cette personne en train de m'agresser, alors qu'elle m'a absolument rien fait, tu vois? Juste passé devant moi et c'est extrêmement désagréable. Ça n'a aucun impact sur mes symptômes physiques et là, tu vois, récemment, heu, je suis pas prête à parler de la première série d'événements, mais la deuxième série d'événements qui m'a provoqué, un autre trauma complexe, c'est l'errance et la maltraitance médicale et c'est le fait qu'on ait sans cesse remis en question ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu et à tel point que, j'ai des déclencheurs à chaque rendez-vous Mmh. médical, même quand c'est pour mon fils et il est suivi et il a des soucis pas graves, mais qui sont suivis de près et on a rencontré une allergologue, qui, à un moment donné, lui a dit: «Tu sais, Mallory, moi, je pense que tu as pas vraiment mal au ventre» et ça m'a déclenché, mais vraiment, là, pour le coup, des symptômes physiques de sueur, de nausées, de tremblements, heu, parce qu'on avait remis en question ce qu'il avait dit, ce qu'il ressentait et même quand ça me concerne pas moi directement, alors peut-être que c'est mon fils donc c'est encore pire, tu vois? Heu, pareil quand quelqu'un, soit mes parents ou des personnes qu'on croise, lui disent, «Tu fais de la comédie ou tu fais du cinéma», moi ça me rend folle et ça me déclenche des symptômes du PTSD. Mmh. Et donc là, je vais travailler là-dessus en EMDR parce qu'en fait, là, tu vois, je me suis retrouvée dans mon cauchemar d'il y a quelques jours où je me suis dit: «C'est marrant, ça fait depuis que j'ai des cauchemars sur le corps médical, je n'ai plus jamais aucun flash d'agression de quoi que ce soit» et mais j'ai des ouais, un cauchemar où je me suis retrouvée enfermée dans un train. Alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait un train qui allait dans un congrès médical. Il n'y avait que des personnes du corps médical sauf moi et je me suis retrouvée là, avec ma canne que j'essayais de dissimuler sous le siège et je me suis dit: «Mais on va me juger, il faut pas que je fasse de crise, il faut pas que je fasse de malaise, il faut pas que j'ai un symptôme qui se voit. Il faut que je fasse, comme si tout allait bien parce que sinon on va me juger. On va me dire que c'est dans ma tête, on va me dire que c'est pas vrai, que je fais semblant, j'étais dans tous mes états, je me suis réveillée dans tous mes états, Mmh. de peur. Ouais. Donc c'est assez fort et je sais pas si j'ose aller là-dessus, mais je pense que je pense que c'est quand même important à dire. Quand on a vécu beaucoup d'errance médicale, peut-être principalement quand on est, une femme, alors je saurais pas dire si encore plus quand on est une jeune fille, je sais pas. En tout cas, j'en discutais avec la psychologue qui me suit, qui a aussi, qui a pas vécu d'errance médicale, mais qui a aussi un
une pathologie chronique neurologique. Et je sais pas toi, mais moi j'ai quand même vécu beaucoup de maltraitance médicale, tu vois, de dérive à partir du moment où on m'a dit c'est dans votre tête. J'ai eu quand même des médecins. Je fais une petite pause. Dans le cadre de nos échanges, Chloé m'a confié avoir été victime de violences sexuelles au cours de consultations médicales. Si tu es particulièrement sensible à ce sujet ou qu'il te cause du stress, je t'invite à avancer d'environ 5 minutes ton écoute. Prends soin de toi et bonne écoute. Ils m'ont dit, tu vois, j'ai un médecin qui m'a demandé de me mettre complètement nue, heu, qui a mis de l'encens, donc vraiment, tu vois, on retourne à ce diagnostic d'hystérique, de psychanalyse, de Freud. C'était pas du tout un psychanalyste, hein, c'était vraiment un médecin, mais qui m'a dit: «Bah, la seule façon de soigner votre tête, allongez-vous, complètement nue, en position, comme chez le gynécologue», et en fait, il a mis de l'encens entre mes cuisses. Et il m'a dit: «Pour, chasser les les forces obscures, de votre corps qui vous provoquent tous ces symptômes, il faut que j'en fasse le contour avec mon doigt». Donc il a fait tout le contour de mon corps en passant du haut de ma tête, en terminant par le haut de ma tête, en passant vraiment par tout mon corps. Donc ce qui s'apparente à des violences sexuelles, par un médecin, parce que, on me disait que c'était dans ma tête et qu'en fait il fallait, sortir ça de moi et que c'était la seule façon pour moi de guérir. Après il y a, les abus un peu moins, un peu moins dans le dur, enfin moins dans le dur, je sais pas comment je rigole en même temps, c'est un peu nerveux, mais je sais pas comment qualifier ça, mais c'est-à-dire que, où on me touche pas, mais typiquement les neurologues qui te demandent de te mettre en culotte, pour, te faire marcher sur une ligne pendant 10 minutes pour voir, tes troubles moteurs et tes troubles d'équilibre, et donc tu marches, sur une ligne et puis, tu reviens et puis tu remarches et puis eux ils se mettent derrière, tu vois? Ils te demandent de marcher. «Ah revenez, ah ben retournez», et puis pendant 10 minutes, ils te font marcher comme ça et ils se mettent derrière toi et ils te regardent. Mmh. Tu vois? Il y a plein de violences comme ça où en fait sur le moment, toi, tu es dans une position de vulnérabilité parce que tu es malade, que tu as plein de symptômes, que personne te prend au sérieux, que là on te fait faire un examen donc tu te dis: «Peut-être qu'il va enfin pouvoir m'aider», et tu te laisses faire en fait, Mmh. et ça peut être extrêmement violent, et donc maintenant j'ai peur. Et on rajoute de la vulnérabilité, en te demandant d'être nu aussi. Ouais. Enfin, c'est hyper dur pour moi d'accueillir ton récit là. Désolée, Non, non, c'est mais c'est la première fois que je raconte ça. Je pense que mes proches sont très choqués parce que je pense qu'ils ne le savent pas. mmh, je La pense que psychologue le c'est sait, mais je pense que je pense pas c'est être la seule. non, bien sûr que non, et c'est essentiel, de faire ce travail de visibilisation, et simplement, voilà, moi qui ai vécu aussi des violences sexuelles, c'est toujours un moment, très compliqué d'accueillir le récit, ou de voir simplement, Ouais, des images aussi, à la télé ou quoi que ce soit, ça me met vraiment, bah, ça fait sortir, mes et oui, symptômes de PTSD complexe. On y revient. Donc, il y a eu un peu de dissociation de ma part aussi, dans ce que tu viens de raconter. J'essaye de me j'ai vu. réassocier. Je je reprends, mes petites huiles Enfin, essentielles qui, régulent mon système nerveux. tu veux qu'on fasse une petite pause? Non, ça va. Je pense que c'est important de voilà, je me sens dans le fait de continuer parce qu'il y avait quelque chose qui me venait très fort aussi dans ce que tu racontais. Mais voilà, déjà, je voulais te dire merci d'avoir déposé ça là, parce que pour moi, c'est une preuve de confiance aussi de pouvoir oser nommer ces choses-là. Il y a une part de moi qui est très en colère et qui a envie de tout défoncer quand j'entends ce genre d'histoire, vraiment. Parce que je me rends compte aussi c'est vraiment ce que tu nommais, cette position de vulnérabilité, face aussi aux personnes qui sont, ces blouses blanches, et je me vois aussi, moi qui ai par exemple, du caractère, qui sait assez bien poser mes limites ou comme ça, face à ces personnes-là, je peux me sentir vraiment, la toute petite fille qui dit, «Oui, amen», et juste, qui Mmh. exécute en fait, ce qui est demandé, et il y a vraiment des personnes qui sont, on va essayer de trouver un terme, pas trop hardcore, mais qui sont dans une violence, extrême.
Oui. Et on peut nommer d'autres types de violences médicales. Moi, il y a quelque chose qui m'est revenu aussi, qui n'était pas de l'ordre des violences sexuelles, mais vraiment des médecins qui sont dans l'humiliation avec le langage, de dire mais alors ma petite dame, vous croyez quoi? Que vous avez une tumeur au cerveau peut-être? Et vraiment à me parler comme ça. Mm. Et c'est extrêmement déstabilisant. Oui. Extrêmement. Mon médecin traitant, mon ancien médecin traitant, que grâce à la psychologue, j'ai quitté, m'avait dit, quelque chose qui était en fait, qui ressort aujourd'hui, qui est peut-être, aux oreilles des auditeurs, le moins violent de toutes les expériences que j'ai racontées et qui pourtant est ce qui ressort de plus violent pour moi en ce moment. Quand j'ai eu le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel, je suis retournée le voir en lui disant: «Est-ce que vous avez reçu le compte rendu?» «Oui, oui», et je lui dis: «Ben alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est bien ça?» J'étais un peu allée chercher ce diagnostic et lui m'a dit, «Vous en fait, moi, je peux rien faire pour vous, c'est pas de la médecine», et j'ai trouvé ça extrêmement violent et juste ça, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas de la médecine, et moi, je commence à lui parler des traumas parce qu'on m'avait expliqué que, c'était un facteur prédisposant, d'avoir, vécu un traumatisme, de déclencher ce type de trouble. Sachant que des personnes qui le déclenchent, n'ont jamais eu, de traumatisme, hein, mais ni physique ni psychologique. Mais c'est en tout cas, moi, j'en avais, et donc je dis: «Bah, je pense que ça peut être important de travailler là-dessus», et lui m'avait répondu: «Vous savez, à 30-40 ans, on a tous, eu des traumas, c'est pas on réagit pas tous comme ça». Mmh. Et donc là, je me suis sentie, bam, minimisée dans ce que je vivais et dans l'impact des symptômes, la violence des symptômes dans mon quotidien. Et après, quand je lui ai demandé: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Et il m'a dit: «Bah, si ça va pas mieux, changer de psy». Voilà, et c'est enfin ça, c'est peut-être, heu, le plus violent des 3 expériences que je te raconte pour moi aujourd'hui là. Ouais. Je te remercie aussi de parler du PTSD complexe parce que très souvent, on a une image, on a vraiment cette image. Les premières fois où on a parlé de ça, c'était les hommes qui revenaient de la guerre, très concrètement. Donc là, deux petites femmes comme nous, trentaine d'années, avec leur sourire, c'est bon quoi. Elles n'ont pas vécu sous les bombes. Et tu vois, par exemple, tu parlais de la non prise en considération, de la remise en question des propos. Ce genre de choses peuvent créer du trauma. Et on peut assez bien se l'imaginer, par exemple, si on calque ça à l'enfance. Un Mmh. enfant qui est tout le temps humilié dans ce qu'il dit, qui est jamais pris en considération, qu'on remet aux questions ou à qui on dit justement tu fais du cinéma. Et en fait, qui est tout le temps, voilà, pas considéré, pas entendu, humilié. C'est quelque chose que moi j'ai vécu notamment durant toute mon enfance. Et en fait, finalement, ça crée beaucoup de difficultés, par exemple à l'âge adulte, comme justement pouvoir poser ses limites, pouvoir être dans une relation saine, oser être soi et authentique avec les autres. Et tout ça, on réalise pas parce que c'est des comportements que plein d'adultes ont ou qui ont des Mmh. évitements ou des mécanismes de défense ou voilà, ou ça se manifeste sous plein de formes différentes et qui sont très souvent les conséquences du trauma. Et le trauma, on l'imagine vraiment toujours comme une violence inouïe qui arrive d'un coup, paf. Et en fait, ça peut être vraiment des choses qui sont répétées, répétées, répétées de manière Ouais. chronique. Et ça crée des traumas absolument terribles et importants. Ouais. Bah, tu vois, moi, je viens, grâce au programme, d'évaluation, sur les troubles neurologiques fonctionnels que je viens de faire, je viens de prendre conscience de l'existence du trauma complexe. Alors je connaissais le trauma, complexe sur un événement, bien particulier, mais qui a duré des années quand j'étais petite, mais j'avais pas vraiment pas conscience du trauma complexe sur l'errance médicale, la maltraitance Mmh. médicale et le fait de ne pas être prise au sérieux. Mmh. Ouais. Moi, Chloé, j'arrive gentiment sur mes 2 dernières questions de fin. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose avant? Est-ce qu'on est passé à côté d'un élément important? Non, c'est bon là. J'ai je suis même allée plus loin que ce que j'avais imaginé Mmh. raconter. Et j'espère que tu te sens, Oui, confortable avec ça. oui. Quel message souhaites-tu faire passer aux personnes qui vivent avec des symptômes invisibles et à leur entourage?
Je vous crois. En fait, après tout ce que je viens de raconter, je pense que j'ai juste vraiment envie de leur dire que moi je les crois et que, il y aura forcément des gens qui vont douter, que c'est pas leur rôle de leur expliquer sans cesse, que ça on perd de l'énergie en fait. C'est facile à dire, hein, je suis en plein dans le je lutte pour pas réagir au quart de tour, quand on met en doute, ce que je vis ou mon incapacité à aller à un dîner, par exemple. Heu, je lutte contre ça, mais maintenant j'essaye de lâcher et de me dire: «Mais en fait, c'est son problème si elle me croit pas», tu vois? Mmh. Je Voilà, on fait pas semblant d'être malade et pas se rajouter le poids d'essayer de convaincre l'autre, que si on est vraiment malade, enfin, au bout d'un moment, s'ils veulent pas, voir ce qu'ils ont en face d'eux, c'est leur problème, quoi. Et Et moi, je par les crois, elles. et par ailleurs, on fait plus souvent, on joue plus souvent le fait qu'on est en bonne santé que le fait qu'on est malade, tu vois ce que je veux dire? On fait plus souvent Exactement. semblant d'être en bonne santé, en tout cas, Ouais. quand on affiche, notre masque, et notre sourire plaqué, sur l'extérieur, et ça cache souvent bien des choses et c'est rarement l'inverse. Oui, j'ai plus souvent je suis plus souvent sortie dehors, sans ma canne alors que j'en avais besoin. Mmh. En tout cas, ça m'est arrivé assez souvent. Ça ne m'est jamais arrivé de sortir dehors avec ma canne alors que j'en avais pas besoin parce que clairement, ça empêche juste de marcher, quoi. C'est important de le replacer ça. Mmh. Quel super pouvoir la maladie invisible t'a amené? Elle m'a pas apporté de super pouvoirs, elle m'a apporté des super rencontres. Mmh. Merci Chloé. Merci à toi. Merci pour ta confiance. J'espère que ça va. Mmh, carrément.